Bonjour, c'est Yanni, stagiaire au Contour des ressources créatives à Mons. Vous écoutez mon petit podcast qui sera diffusé sur 7000.be. Le sujet du jour, ça sera la place de la culture et les arts dans les médias, ou plutôt son absence. Il y a pas mal de choses à dire, donc j'en discute avec Sophie Hermont. Elle est la coordinatrice du Club de la Presse en Hainaut. Bonjour Sophie. Bonjour Yanni. Et Denis de UFM nous rejoint dans la discussion. Bienvenue à UFM Yanni. Alors, on y va ? On y va. Let's go. Tout d'abord, le journalisme culturel, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Waouh, c'est vaste. Le journalisme culturel, c'est d'abord proposer aux lecteurs, aux internautes et aux auditeurs de la radio ce qu'il se passe dans le pays, dans la région, dans le monde en termes de culture, en termes d'agenda. Ça, c'est déjà une première étape. Et puis, c'est proposer, à mon sens, un regard un peu critique sur les productions culturelles et sur la manière dont tout ça est conceptualisé. Voilà globalement mon idée du journalisme culturel. C'est donner envie aussi, surtout. Oui, c'est une chouette définition pour partir. Comment est-ce que UFM intègre le journalisme culturel ? Moi, je pars sur un principe de curiosité, partage, active. Curiosité, c'est-à-dire quand on doit être curieux de ce qui se passe autour de soi, avoir le plus possible de personnes qui aient des événements, qui se renseignent, c'est ça la curiosité. Le partage, c'est bien sûr passer par nos réseaux, partagé par les réseaux sociaux, par la radio. Et active, autant que possible, cette curiosité doit être active. On peut passivement partager des événements, dire « Ah, j'ai vu qu'il y a ça qui se fait, je vous en parle ». On peut le faire parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, mais autant que possible, c'est bien de soi-même aller à l'événement, d'avoir un contact avec les personnes qui font l'événement culturel, une interview si possible, pour partager de la manière la plus optimale. Et peut-être un quatrième élément, je dirais neutre. La critique, par exemple, nous à UFM, on n'aime pas trop ça, au sens que la critique est biaisée. Par exemple, moi, je suis un mec de la trentaine. Si je veux voir une pièce qui est adressée aux ados femmes de 16 ans, je ne vais pas avoir un regard objectif. Donc la curiosité partagée, active, neutre. C'est vraiment pour moi les 4 principes. Moi, quand je parlais de critique, c'est évidemment critique bienveillante. C'est pas les critiques qui cassent juste pour le plaisir de casser. Ouais. C'est la critique éveillée un petit peu. C'est ça. Qui donne son avis sans complètement détruire tout le travail qui a été effectué. On sait qu'en culture, c'est super important. Non, je vais pas mentir, des fois, il nous arrive de, entre guillemets, critiquer négativement des choses qui sont faites, mais c'est quand c'est malhonnête. Par exemple, je dis toujours pour blaguer, pour moi, un film est mauvais lorsqu'il est malhonnête. Quand un film dit, par exemple, « Je suis un western qui se passe dans les années 50, qui parle de la libération des esclaves », et que je vois des soucoupes volantes dans la Rome antique avec des gladiateurs. Là, je dirais, non, là, c'est malhonnête, c'est pas ce qu'on m'a dit. Là, je dégommerais. Quand je dégommerais, ce serait... On peut pas se mentir, il y a un petit côté chaud. Mais voilà, mais c'est plus pour blaguer. C'est rare. C'est rare, quand même. J'ai l'impression que maintenant, dans les médias, si on parle de la culture, c'est toujours de la critique. Selon moi, c'est pas normal. On doit plutôt annoncer des événements culturels ou interviewer les gens pourquoi ils ont fait quelque chose, mais pas seulement critiquer le travail qu'ils ont fait pendant des années. C'est sûr qu'il y a un petit côté, parlons-en, le côté putaclic. Dès que c'est très critique, ça attire beaucoup plus. Dès qu'on, comme dirait un youtubeur cinéma qui s'appelle Louis Rossignol de la chaîne Intercut, qui est très pertinent, il dit dès qu'il y a du sang. Dès qu'il y a du sang, ça attire en fait. Et ça, c'est effectivement problématique parce qu'on n'est pas censé assister justement à des combats de catch où on tue littéralement les artistes à coups de critiques. Ça, c'est terrible parce qu'on sait tout le travail qu'il y a derrière et c'est très dommage. Alors maintenant, je pense qu'effectivement, il y a ce côté très, très critique. Il y a de moins en moins le côté agenda parce qu'il y a de moins en moins de place dans les médias. Mais dès lors qu'il y a une initiative un peu originale qui peut amener du public et qui peut faire vivre, dynamiser une région ou une ville, je pense que là, ça peut intéresser encore et toujours les journalistes. Et au Club de la Presse, c'est notamment des conseils qu'on donne à tous les artistes, les associations qui viennent nous voir pour avoir des conseils en communication sur la manière dont ils peuvent médiatiser leurs projets. Et ça fait vraiment partie de ce qu'on leur donne comme conseil, essayer de mettre
en avant le dynamisme local et l'originalité de votre projet. Il faut un peu sortir du lot. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a moyen quand même de tirer son épingle du jeu. Ok, d'accord. Donc le constat est là. Le secteur culturel n'est pas suffisamment représenté dans les médias classiques. Mais comment est-ce qu'on peut mieux le représenter? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux auxquels on peut changer l'approche. Commençons par exemple par les médias même. Qu'est-ce qu'ils peuvent changer? La structure, titre personnel, moi je pense qu'il faut partir un peu plus du local aussi. Je parlais de curiosité quand on parle de culture. Je vais un peu être caricatural pour les besoins d'être rapide, mais ici à Mons, par exemple, il y a un gros problème sur la diffusion de la culture venant des opérateurs classiques, car en fait, ce sont souvent des gens qu'on a l'impression qu'ils ne connaissent pas le lieu, qui sont parachutés. Je caricature, qui vient de Bruxelles, qui arrive à Mons, qui arrive avec ses codes, qui ne connaît pas la culture locale, et donc vient avec ses propres envies, ce qui est pas mal aussi. Parfois, je ne dis pas qu'il faut rien amener de l'extérieur, mais donc du coup, n'arrive pas à se connecter à ce qui est fait sur place. Par exemple, il y a des gros spectacles qui vont être mis en place, mais comme il n'y a pas de communication, pas de lien avec le public local ou pas de soutien de la culture locale en amont, il y a un rejet du public. C'est pareil avec les médias. Il y a parfois dans certains médias, moi je trouve que par exemple les médias locaux en Belgique survivent plutôt bien. Les gens sont souvent plus attachés à un média local. On voit les scores que font des médias comme Vivacité, le groupe L'Avenir, etc. Mais une grosse défiance dans des médias nationaux ou considérés comme trop, je caricature encore une fois, un télo, comme je sais pas, genre La Première ou la RTBF, parce que les gens ont l'impression des fois qu'il manque un ancrage local. Et c'est vrai que parfois, c'est ça qu'il faudrait. Nous, on est une radio locale, 7000 par exemple, le réseau des 1000, les 4000, les 5000, les 7000, c'est une réponse locale pour un enjeu global, puisque la culture à 7000, ça part bien sûr du local, mais ça renvoie aussi à ce qui se fait à Namur, à Liège, à des gros événements. Donc à titre perso, je pense qu'aussi bien pour les médias que pour le traitement culturel, il faut partir un peu plus d'en bas. Et ce n'est pas négatif, ça veut dire juste, si on partir un peu du public, pour lui proposer, bien sûr, des choses plus grandes que lui, mais aussi diffuser ce que lui ou même propose. Il y avait, évidemment, dans les médias précédemment, il y avait de plus en plus des spécialistes économiques, des spécialistes historiques et des spécialistes culture. Il y avait vraiment les correspondants locaux. Ça, il y en a de moins en moins. C'est un peu dommage parce que eux aussi, on les mettait au courant de toutes les initiatives et ils étaient des références qui pouvaient faire écho de façon vraiment très, très sympa à tout ce qui se faisait dans la région. Mais maintenant, évidemment, comme je l'ai dit, c'est surtout un manque de place et donc un manque de financement. Il y a un vrai souci au niveau du financement des médias. Et moins on aura de place pour ça, moins il y aura de correspondants locaux en termes de culture et plus ce qui va générer du clic sera préféré. Ce sont évidemment les faits divers, par exemple, qui vont prendre le pas sur tout ce qui est culturel. Parce que la culture nécessite aussi une recontextualisation. Ouah, je l'ai bien dit. La culture, ça prend du temps. On ne peut pas balancer des infos culturelles comme ça. Il faut chaque fois réexpliquer. Il y a une forme, je trouve, de pédagogie de la culture. Il n'y a pas de pédagogie des faits divers. Voilà, il y a eu un accident, il y a eu des blessés, il y a eu des... Et là, il faut chaque fois réexpliquer d'où vient l'artiste ou ce qu'il veut faire pour que le public puisse vraiment appréhender totalement la production culturelle. C'est vraiment important, ça nécessite du temps. Et le temps en journalisme, c'est de l'argent, vraiment. Ça, j'aimerais dire, parce que le temps long, tu as raison, le temps long, c'est quelque chose d'important aussi. Les interviews qu'on fait généralement en culture, ça nous a déjà arrivé de faire des formats d'1 heure avec un artiste. Et comme on est associatif, 7000 aussi, je sais que des fois il y a des temps longs aussi. C'est un luxe que les gens aiment bien retrouver aussi. Les gens aiment bien écouter une interview d'1 heure, parfois aussi d'un artiste, en marchant. Avec le podcast, ça se permet beaucoup. Et c'est quelque chose qui se fait pas beaucoup dans les médias mainstream. Alors, je dis mainstream pour différencier, va-t-on dire, médias commerciaux grand mars, des petits, c'est pas du tout péjoratif. Mais les médias mainstream sont poussés à devoir aller vite parce que c'est une injonction faite au journalisme pour le côté commercial. On doit plus balancer de pubs pour Coca que d'informations, parfois dans certains médias. Tandis qu'ici, comme il n'y a pas d'enjeux commerciaux, pareil pour 7000 et pour 6000, on peut se permettre de se dire, je peux réserver un créneau d'1 heure. Et il y a des gens qui sont demandeurs de ça. Les gens sont de plus en plus demandeurs du temps long en réaction avec cette information. Par exemple, on nous balance sur un journal 25 informations, on en retient 0. Sauf qu'une fois, sur 1 heure, on va apprendre ce que j'appelle personnellement de l'intelligence. Il va y avoir un échange qui va se faire et on va mieux comprendre l'artiste, ou même pas que les artistes. Moi, je pense que ça doit s'adresser aussi, à un menuisier, une demandeuse d'emploi, une mère célibataire. Une thématique doit être abordée en longueur et surtout que la personne en face puisse parler. Il n'y a rien de pire que de parler au nom de quelqu'un. On n'a pas le choix parfois.
Mais quand je caricature un homme de 35 ans de Bruxelles qui gagne 5 000 euros par mois, prétend parler au nom d'une femme qui élève 3 enfants avec 900 euros à Carnion, ça va être biaisé. Ça va mettre une insulte par rapport à cette personne-là. Donc le temps long permet ça, de rétablir un peu cette balance aussi. Oui, je trouve aussi que le temps long, ça permet de nuancer. Il y a une manque dans les médias de nuances. C'est toujours noir ou blanc et on a besoin de longueur pour expliquer quelque chose de manière nuancée. Évidemment, de nouveau pour en revenir au putaclic, c'est le mot du jour. Oui, j'aime pas trop ce mot, mais évidemment, comme pour nous, l'éducation aux médias est assez primordiale et essentielle. On ne voit plus que ça, mais c'est toujours pour en arriver à ce putaclic qu'on polarise les opinions. On vous demande, voilà, vous êtes pour, vous êtes contre, et c'est extrêmement délicat de dire sur des réseaux sociaux, réseau de l'immédiateté par excellence, écoutez, vous me laissez 10 secondes pour que je réfléchisse un petit peu à la question, ou je vous écris un texte qui fait justement plus de 30 lignes, là, pour essayer de faire un tant soit peu le tour de la question, et ça, c'est complètement impossible sur les réseaux sociaux. C'est pas ça que ça demande, et forcément, les infos mises en avant ne seront pas les infos qui vont avancer vers la nuance. Et ça, c'est un combat qu'on veut mener aussi avec le Club de la Presse dans l'éducation aux médias. C'est revenir à cet intérêt pour la nuance. Parce qu'il y a un enjeu démocratique aussi. Et ça, c'est en lien tout à fait avec la culture qui propose des choses à voir, qui propose des choses qui font réfléchir, qui donnent un autre point de vue, qui bouleversent, qui vont vers l'émotion aussi. Et les bonnes œuvres, si je peux... Les bonnes œuvres, c'est drôle. Mais les œuvres intelligentes, intéressantes, sont celles qui vous laissent pas indemne, quoi. Et pour ça, effectivement, il faut pouvoir débriefer, il faut pouvoir... Ce temps-là, il est essentiel. Et il est essentiel aussi en médias, parce qu'il faut une forme de transparence. Et il faut autant de l'éducation aux médias que de l'éducation à la culture. Et c'est en expliquant comment se construit un disque, comment se construit un spectacle, comment se construit une pièce de théâtre, comment on imagine même des festivités sur une grande place, comment tout ça se construit, comment tout ça se finance. C'est vraiment très important pour le citoyen de comprendre aussi comment la culture peut venir à lui et comment il peut et elles peuvent être actrices et acteurs de la culture de demain. Ça, c'est pour moi essentiel, mais ça doit repasser effectivement par les médias. Donc c'est aussi une question de public. Ils doivent changer leur regard vers la culture. Oui, bien sûr, il faut peut-être ouvrir la curiosité, mais il faut aussi que les médias soient perceptibles à ce qui se fait aussi. Une chose que j'ai trop entendue parfois, c'est qu'on veut éduquer ou être pédagogue. Je comprends le principe, mais c'est un peu présomptueux de dire, de mon point de vue à moi que je ne remets pas en question, je vais t'éduquer. Et effectivement, parfois, et dans un certain sens... Je sais parce que je travaille dans la culture, je suis comédien à la base, donc j'ai vu des interactions journalistiques avec du public. Nous-mêmes, en tant que comédiens, on ne prétend pas éduquer, on propose. Et parfois, dans certains médias, encore une fois, je grossis le trait, c'est les besoins d'interview. Des médias se prétendent être des fact-checkers, des éducateurs, mais sans eux-mêmes s'être conscientisés ou s'éduquer. Il y a des médias qui doivent s'éduquer eux-mêmes avant de commencer à éduquer les autres. Pour être très clair, j'aime pas du tout la terminologie éducation aux médias, qui me fait effectivement cet effet-là, Denis, de vouloir redresser la pensée des gens. Et effectivement, je suis bien d'accord, on n'éduque pas à la culture, on intéresse à la culture, on guide vers la culture, mais il faut faire ça en toute humilité, très clairement. Et la culture des uns n'est pas celle des autres, mais il doit y avoir une rencontre. Et pour ça, il faut un intérêt des deux côtés. On fait chacun un petit peu notre menu, dans tout ce qu'on trouve et même en termes de séries par exemple, moi je peux regarder des trucs qui sont vraiment des conneries et puis repasser sur un film dit plus intelligent et puis pareil en musique, enfin voilà, faut pas avoir de prétention, sinon effectivement ça crée un gap. C'est ça. Par exemple, 7000, à ce niveau-là, l'avantage, c'est dans la multiplicité aussi. Plus tu as d'intervenants, plus tu as de chroniqueurs et de chroniqueuses, plus tu vas toucher des gens parce que tu auras plusieurs points de vue. Le gros cliché, et là, je vais peut-être faire un petit tacle léger assumé via un média, c'est qu'à la RTBF, Hugues Daillé, il donne son avis sur un film, on prend que c'est l'avis général de tout le monde, quoi. Ce modèle-là n'existe plus. Ce modèle-là, les gens le rejettent. Et c'est en plus un modèle clashé, quoi. Le modèle de la starification de l'intervieweur, c'est quelque chose qui m'énerve, parce que quand tu fais une interview, c'est pas toi la star, tu interviews la personne en face. Oui. Ça tend à disparaître. C'était un peu le modèle
des années précédentes, mais ce modèle-là tend à disparaître. Maintenant, c'est plus l'anonymisation des chroniqueurs et chroniqueuses, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que nous sommes qu'un ensemble. Et parce que maintenant, tout le monde, potentiellement, peut donner son avis sur une production, quelle qu'elle soit, via les réseaux sociaux notamment. Mais tout le monde, finalement, peut être critique, tout le monde peut descendre ou valoriser une production culturelle. Oui, c'est exactement ça que moi je trouve difficile, d'aller voir un spectacle et de rédiger une critique après, car je connais rien du tout du métier de comédien, ouais. Ou créateur, ou je connais rien, donc je peux seulement donner mon avis, et après, si les gens sont activés pour aller voir, vas-y, mais j'ai pas d'argument pour dire « Ah oui, c'était pas bon » ou « C'était bien ». Mais ça, c'est dur aussi, les termes. Et ça, c'est clair. Moi-même, dans mon travail, et je pense Sophie aussi, on est confronté des fois à faire des critiques. Par exemple, à titre personnel, étant comédien, j'ai des connexions, mais même moi qui suis, entre guillemets, initié, parce que je connais les codes, je ne sais pas rendre une critique objective. Alors, bien sûr, des fois, je peux donner une appréciation, dire ça m'a plu, ça m'a touché. Il faut le faire aussi, il n'y a pas de mal. Mais il faut contextualiser, dire voilà, effectivement, ça m'a plu, mais peut-être parce que si, parce que ça. Ou des fois, ce que j'essaie de faire plutôt que j'aime pas, c'est dire j'ai pas compris. Mm-hmm. Ce qui peut vouloir dire aussi que c'est peut-être pas mauvais, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas compris parce que je ne suis pas le public ciblé. Voilà, donc c'est des codes aussi. On peut bien sûr mettre une appréciation, mais comme il y a l'argument d'autorité d'avoir un micro, faut être humble et se dire ouais, bah, c'est mon avis, ça m'a plu, j'ai trouvé ça bien, mais dire voilà, ça j'ai peut-être pas compris. Par contre, ce qui peut être toujours bien, peut-être pour désamorcer cette prise de pouvoir, c'est dire allez le voir. Mm-hmm. C'est toujours inviter à se faire sa propre idée. Dire voilà, même si j'ai trouvé ça m'a parlé, allez le voir et faites-vous votre idée. Et discutons-en. Discutons-en après. Ça devient intéressant. Mais effectivement, je voudrais revenir sur le côté éducation à l'art, éducation à la culture, tout ça. On ne peut pas éduquer, mais par contre, le rôle des médiateurs culturels, il est essentiel. Ce sont vraiment des passeurs, des gens qui expliquent. Parce qu'on peut ne pas avoir compris une œuvre, mais si à côté de toi, ou une expo par exemple, ça c'est typique. Tu te balades dans une expo très conceptuelle, tu ressors, tu te dis ouais, ok, il y a des choses qui m'ont plu, d'autres que je trouvais moches, par exemple. Ou alors le fameux cliché de « Ah oui, mon enfant de 5 ans pourrait le faire ». Ça, c'est vraiment... Mais une fois qu'on a des explications, qu'on est guidé, là, je pense qu'il y a une réelle plus-value. Et on en ressort beaucoup plus enrichi. Et donc ce rôle-là, je trouve qu'il est essentiel, et vraiment pour les médias aussi, qui doivent faire preuve d'humilité en allant assister à certains spectacles, en assistant à des expos. Il y a une forme d'humilité. Alors évidemment, ils et elles ont une forme d'expertise, à force d'aller voir, à force de faire des critiques, mais il y a toujours ce rôle important des personnes qui peuvent transmettre. Et les journalistes eux-mêmes sont des passeurs, finalement. Ils doivent rester dans ce rôle-là. Juste pour terminer dessus, parce que tu as raison aussi, par rapport au Strix, par exemple aussi, il y a une troisième option qu'on oublie de dire aussi souvent aux gens, vous aimez ou vous n'aimez pas, mais aussi, on peut s'en foutre. Mm-hmm. Je caricature aussi, mais par exemple, moi j'ai été voir une exposition il n'y a pas longtemps, j'avais rien à dire, et ben j'ai rien dit. Mm-hmm. Je me suis dit, c'était pas pour moi, je vais oublier ça ne m'a pas marqué, mais c'est pas grave. Je dis aussi pareil aux gens, si des fois vous avez un truc qui vous a peut-être pas plu parce que c'était pas pour vous, c'est pas grave, un accident. C'est comme des fois, on a pris un truc au restaurant, on n'a pas aimé, on n'en recommandera pas, mais c'est pas pour autant qu'on va dire que c'est mauvais. On n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. Des fois, on peut juste dire, je l'ai vu, je m'en fous, et comme je m'en fous, je vais pas perdre de temps à dire que c'était bien ou que c'était bon. On sait facilement être méchant. Hein. Oui, voilà. On ne sait pas être gentil par improvisation. Il y a une forme de bienveillance à avoir quand on peut se permettre d'être critique, quand on a les moyens, quand on a un média. Là, effectivement, on peut faire beaucoup de mal à une production culturelle. Il faut le savoir, quoi. Donc, aimez pas, ou foutez-vous-en, mais sachez ce que vous faites, quoi. Ce que je me demande, il existe déjà des médias alternatifs, notamment le réseau des 1000, dont 7000 fait partie. Et son objectif est de mettre en avant les artistes locaux plutôt alternatifs. Mais est-ce que cela est une bonne solution, le fait de séparer le volet du journalisme culturel des médias classiques, sachant que les médias classiques ont un impact énorme? Je pense que oui. Il n'y a pas de mal à ça. C'est par exemple, c'est comme il y a déjà des médias sportifs, c'est juste des médias qui décident on va consacrer plus de temps à ça, on prend plus de temps. Et un média culturel, ouais, c'est pas une mauvaise idée. C'est juste des gens qui vont, en plus qui sont bénévoles, ils disent on prend notre temps bénévolement, sans argent. C'est pas un remplacement, c'est un complément.
Ils sont d'autant plus opportuns, d'autant plus pertinents qu'ils prennent une place qu'il n'y a plus au sein des médias traditionnels, des médias mainstream. C'est justement ça l'intérêt. C'est que pour tous ceux et celles qui s'intéressent à la culture, s'ils veulent consulter des infos à ce sujet, ils ont cette opportunité-là qui est incroyable. Et finalement, c'est un chouette signal aussi. C'est de dire les gens ne se désintéressent pas de la culture. Il y a juste plus de place parce qu'on privilégie d'autres trucs. Mais nous, on a ce créneau-là et on sait qu'on peut retrouver ce média-là dans lequel sont recensées les infos qui me branchent, quoi. Et de toute façon, en règle générale, plus de médias, c'est bien pour une démocratie en général. Si, plus de médias, même si on est écouté par une seule personne, c'est un média qui parle à une personne. On parle sans arrêt de personnes qui doivent avoir des opinions diversifiées. Moi, je suis d'accord, mais quand on propose de moins en moins de médias, qu'il y a moins en moins de thématiques, c'est un peu contradictoire. Pour revenir à ce qui a été dit, pas ce que tu dis toi, mais quand j'entends des fois des politiciens dire il faut que les gens soient plus éduqués, médias, d'accord, mais si vous supprimez des médias, bande d'imbéciles, c'est un peu compliqué d'avoir un avis diversifié. Donc oui, créer des médias. Et comme je te l'ai dit en off, la parole médiatique, si on a envie de la porter, il faut la créer. La RTBF est dans une telle position de dominance, par exemple, on le voit bien en radio, en TV, que c'est dur d'exister face à elle. Et il n'y a pas de censure méchante. La RTBF ouvre sa porte à beaucoup de gens en général. Mais c'est dur pour des petits médias, à moins de vouloir renoncer à l'aspect commercial, ce qui est notre cas UFM. Genre, je vois aussi 7000 et 6000 qui ne sont pas commerciaux. Il y a aussi quand des fois un acteur est trop présent, a trop de moyens, et a une trop grosse pression, et a une parole trop forte, c'est aussi une forme de, pas de censure, mais de c'est brider les petits acteurs aussi. Et il faut que beaucoup de petits acteurs existent parce que maintenant, c'est impossible d'être un gros média concurrentiel. Les artistes, ils sont presque obligés d'adopter une nouvelle stratégie de communication qui soit bien... je peux imaginer que c'est pas la point forte des artistes. Donc, serait-il une bonne idée d'aborder cette thématique déjà, des stratégies de communication dans leur formation en tant qu'artiste? Effectivement, il faut, quand on est artiste, quand on est acteur de la culture, il faut des moyens en termes de communication pour se faire connaître. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais effectivement, toi comme moi, Denis, on était au conservatoire, on a appris le métier de comédien, de comédienne, et à ce moment-là, ça a évolué depuis. Mais on n'était pas tant guidé que ça sur la manière dont on pouvait aller médiatiser nos initiatives auprès de la presse. Et maintenant, je pense que toutes celles et ceux qui sortent d'écoles artistiques notamment, prennent un petit peu plus à le faire, mais doivent se munir de ces compétences-là aussi, parce que c'est assez essentiel. Et on les voit, ils sont parfois démunis. Et il y a aussi cette espèce de cliché qui dit « ouais, mais moi, je sais pas me vendre », alors que c'est super important. Se vendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire raconter déjà son initiative, parler de son projet à des journalistes qui peuvent eux-mêmes répercuter ça dans leurs médias et intéresser des gens qui vont venir à la rencontre de l'artiste. Donc c'est parfois mal vu, mais je pense qu'il y a vraiment cette compétence à acquérir d'urgence pour les artistes, et ils peuvent aussi se faire aider. Pendant mon stage, j'ai remarqué que je ne connaissais pas du tout les artistes locaux ainsi que les lieux culturels alternatifs. Après, c'est pas si étonnant vu que je suis flamande. Mais bon, j'ai réfléchi et j'ai constaté que je ne connais également pas beaucoup de la culture locale flamande. C'est-à-dire, je suis les artistes qui m'intéressent et je suis les médias. Donc, s'ils diffusent quelque chose, je suis au courant. Pourtant, j'ai l'impression que j'entends toujours les mêmes voix. Comment est-ce qu'on peut éviter que certaines voix monopolisent les médias ? Moins de Stromae, plus de... Non, Stromae, mais... Non, mais je donne un exemple parce qu'il est très médiatisé, mais oui, on voit toujours les mêmes, c'est ça surtout, qui est de la place pour la culture, mais qui est de la place pour toutes les cultures. C'est la question de la représentativité aussi, la diversité même au sein même du monde culturel, et comment elle est donnée à voir dans les médias, justement, donnée à entendre aussi. Cette diversité, elle est super intéressante,
parce que effectivement, il n'y a pas qu'une forme de culture et que ça va passer d'office par le prisme de journalistes qui sont formés dans des écoles d'une manière traditionnelle et quand on observe un petit peu le profil journalistique actuel, toujours à peu près le même, c'est toujours homme, 40 ans, blanc, d'un milieu plutôt socio-économique moyen à élevé, avec déjà une culture générale de base. On doit s'interroger aussi sur la manière dont on intègre différents profils au sein des médias, parce que plus on intégrera de profils différents, plus on aura de différences dans la manière dont sont transmises ces informations culturelles. Amen. C'est ce qu'on dit aussi, plus de chroniqueurs et de chroniqueuses différentes. Pareil dans les écoles de journalisme aussi. Et là, c'est vrai que si on a plus de profils différents, on aura un meilleur reflet de la société. Et la culture sera mieux représentée. Et peut-être que la culture d'elle-même, parce que le constat se pose aussi dans les écoles d'art, on va pas se mentir aussi. Je vais voir des pièces de théâtre, je vois souvent les mêmes profils sur scène, on va pas se mentir. Donc c'est une question globale. Si on veut plus de diversité, ça mettra plus de diversité dans les propos, dans la culture, dans la représentativité, et ça fera plus d'adhésion. Mais une adhésion non pas contrainte, genre aimez vos médias parce que c'est la démocratie, ce qui est vrai, d'accord, mais il faut aussi qu'ils se donnent envie d'être aimés. Mais bien sûr, mais parce que il faut, c'est très cliché, je vais sortir des gros clichés, des stéréotypes, mais un jeune qui aime le rap, s'il ne voit, voilà, si à l'école, quand on lui propose des spectacles, on ne propose que des choses où on va avoir Phèdre de Racine, où on va avoir, et où la prof dit c'est essentiel pour votre culture. Tu l'as fait très bien. Il s'en tape. C'est ça, mais ça lui semble totalement étranger. Alors peut-être qu'il ou elle, ils sont très curieux et qu'ils le feront, ils feront ce petit effort d'aller voir Phèdre de Racine. Mais aussi, ça leur parlera pas. On a besoin d'avoir aussi des gens qui nous parlent. On revient à ce que je disais, curiosité, partage, active. Curiosité, c'est dans les deux sens. Par exemple, bien sûr, on va pas se mentir, je fais du théâtre scolaire, par exemple aussi. On parlait d'un théâtre sur la question de genre. Et c'était bien de proposer ça aux enfants aussi. Mais de notre côté aussi, on les recevait après, on posait des questions, des spectacles, il faut aussi qu'on les écoute. Donc, si la prof de français t'emmène voir Phèdre, il faut que la prof de français aussi se dise, on va parler une fois de, je sais pas moi, de Damso. Voilà. Il faut que ça aille des deux côtés. La curiosité, si c'est que d'un seul côté, c'est pas de la curiosité, c'est de l'endoctrinement. Et c'est pas du tout la même chose. Oui, chacun doit se mettre au niveau de l'autre. Voilà. Et c'est un peu le reproche qu'on fait parfois aux médias, et je m'inclus dedans aussi, chez mes biais, je ne dis pas le contraire. Les médias proposent leur curiosité, mais ne sont pas curieux de leurs propositions parfois. Et ça, c'est un peu dommage. Oui, c'est ça. Il y a certaines propositions artistiques et numériques aussi parfois, qui échappent complètement à la compréhension des journalistes. Mais voilà, de nouveau, je suis intimement convaincue qu'il s'agit de temps. Ils n'ont plus le temps d'essayer de comprendre les termes d'un communiqué de presse et ça va très vite. C'est ok, ça m'intéresse pas. Vive 7000 et vive les réseaux des 1000, voilà. Parce que ça, c'est un espace de temps, de lieu et de diversité. Donc pour ça, c'est génial. Oui, je voulais dire, pour diversifier la consommation de la culture chez les jeunes, mais plus largement chez tout le monde, on a besoin d'être représenté dans les médias. Tout à fait. Donc on doit commencer quelque part. Pour moi, personnellement, je trouve que le monde médiatique est aussi... je me sens intimidée pour sortir des trucs ou je sais pas quoi, car je suis une jeune fille de 20 ans et le monde médiatique, ce sont des hommes de 40 ans. Oui, c'est ça. Donc tu te sens pas légitime. Tu te sens... c'est exactement ça. Alors que justement, il faut s'emparer, comme le dit Denis pour UFM. Voilà, t'as quelque chose à dire, viens le dire, quoi. Il faut oser. Mais il faut venir aussi, parce que nous, UFM, je tiens aussi quand même ça, il faut venir aussi, parce que nous, on a fait des tas d'appels de pied, et les gens ne viennent pas aussi parfois. Donc, je veux dire... Maintenant aussi, et ça je vais quand même lancer, je vais un peu vous tenser aussi, justement, les jeunes femmes de la vingtaine, venez aussi, quand on vous invite, venez s'il vous plaît, parce qu'il y a des fois on a l'impression qu'on doit tirer, et si on force, c'est toujours les mêmes qui viennent. Donc j'ai envie de dire aussi une responsabilité du public qui se sent éveillé. Oui, bien sûr. J'ai envie de dire, sois le changement que tu veux amener. Il faut dépasser le fameux complexe de l'imposteur. Voilà, exactement. Se dire, allez, hop, j'y vais, il n'y a pas de raison, j'ai pas des choses moins intelligentes à dire que mon voisin, qui lui s'empare du micro sans problème. Il faut y aller, quoi, effectivement, et en tant que femme, c'est super important, en tant que jeune, c'est super important. Vieux, moi je trouve que les personnes aussi. Oui, non, c'est vrai. Si vous pensez que vous n'êtes pas représenté et qu'on vous dit tu peux venir chez nous,
bien sûr, dans la limite de vos possibilités, de vos moyens, venez. Parce qu'il y a un moment aussi, je vais le dire encore une fois, nous, on ne se rend pas compte, maintenir un outil associatif ouvert à tout le monde, ouvert, c'est un combat. Moi, je m'occupe plus de l'administratif de cette radio que de faire de la radio. On veut que cet outil existe pour les gens, mais si les gens ne viennent pas, ces outils vont mourir. Il y a aussi une responsabilité. Et là, peut-être, il n'y a pas une question, mais une responsabilité. Si tu ne prends pas ta parole médiatique, un autre va la prendre. Et quand quelqu'un parle à ta place, c'est souvent mal. Donc, pour qu'il y ait moins de mecs de la quarantaine ou de la trentaine, je m'inclus dedans aussi, qui parlent, faut que toi, comme tu fais Annie ou Sophie ou d'autres, prennent la parole, ou d'autres personnes aussi. Maintenant, il faut bien sûr que le cadre soit inclusif. Il faut par exemple qu'on ouvre la place. Mais si le cadre l'est, venez, oui, tout bordel, à fait. venez. Oui, c'est ça. Il faut se sentir à l'aise, en confiance. La bienveillance, hein, c'est un Exactement. mot que je répète là souvent, mais c'est essentiel aussi. C'est clair. Je pense que c'est pareil aussi pour 7000 et pour 5000 et 6000. Ces outils sont créés par des passionnés qui souvent sont bridés parce qu'ils voudraient ou elles voudraient passer plus de temps sur le terrain, mais il faut remplir les papiers, trouver les subsides, etc. C'est hyper casse-couille, mais ces gens-là le font pour que justement d'autres personnes prennent la parole. Oui. Mais alors là, c'est vrai, prenez-la, bordel. Parce Et que il si faut vous la prenez pas, elle va mourir, cette parole. Il faut Donc, une prenez-la. relève, il faut prendre la relève. Ah oui, complètement. Il faut vraiment s'emparer. C'est un magnifique outil. Et un magnifique outil démocratique et dont il faut s'emparer vraiment parce que c'est super important. Ben oui, c'est vrai. Chez 7000, je travaille là pendant 4 semaines déjà. J'ai encore 2 semaines à faire. Et j'ai pas peur de faire des fautes. Et c'est là que je sens vraiment que je m'améliore. Tu Oui, et j'apprends des trucs. C'est ça. Donc, c'est super cool. Et j'ai envie de partager des trucs. Et j'ai une voix, donc je vais le faire. Ça, c'est bien, ça. Ouais. J'aime bien ça. One of us, one of us. Je pense qu'on peut encore discuter 3 heures de ce thème. Mais donc, c'est clair, le problème existe, les solutions sont là, mais pourtant, c'est pas si facile de les concrétiser. Je veux bien remercier Sophie et Denis pour être là, pour avoir contribué à cette discussion. Et merci à vous pour m'écouter. À Avec bientôt. grand plaisir. À bientôt. Salut.